Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Doc en Stock pour cette deuxième journée du congrès de l'AFC. Et on va commencer cette journée avec un sujet évidemment d'actualité et qui, on l'espère, on n'en doute pas trop, devrait vous intéresser. Comment verdir son bloc opératoire, comment le rendre plus durable, plus responsable. Donc ça va être le sujet de cette table ronde qui est organisée avec le collectif Éco-responsabilité en santé, le CRS. Nous avons ici deux de ses représentants, on y reviendra. Donc le système de soins, ça émet 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Une intervention produit plus de déchets qu'une famille de 4 personnes en une semaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va se demander aujourd'hui quelles sont les bonnes pratiques pour réduire cet impact. Et pour répondre à cette question, autour de la table, il y a d'abord le docteur Marie Selvi, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chirurgien viscéral et thoracique au centre hospitalier de Béziers et donc vice-présidente du CRS. Le professeur Karem Slim, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chirurgien viscéral au Centre République et au CHU Clermont-Ferrand et secrétaire général du CRS. Et enfin le docteur Pierre Augeron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien orthopédique à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et vous vous êtes intéressé dans le cadre de votre thèse à l'impact aussi écologique de votre spécialité. On y reviendra. Alors on va commencer avec une première question très concrète. Vous, docteur Marie Selvi, quelles actions vous avez pu mettre en place dans votre bloc opératoire pour le rendre justement plus durable, plus éco-responsable ? Alors je vais parler de ce que j'ai pu mettre en place au sein de mon bloc opératoire et de manière plus générale comment mettre en place, comment verdir son bloc opératoire. Donc le premier point le plus important, c'est d'avoir une bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut s'équiper d'une équipe autour de soi qui va, vous n'allez pas pouvoir y arriver tout seul. Il va falloir mettre en place avec les cadres de bloc, avec votre direction, il faut qu'ils soient assez ouverts à entendre que maintenant il va falloir qu'on fasse une transition et qu'on ait un développement durable qui soit actif au sein de notre bloc opératoire. Donc le premier point, c'est une gouvernance, une équipe, être plusieurs à travailler sur ça. Le deuxième point, c'est qu'il faut en premier faire un état des lieux de son bloc opératoire. Alors nous, on a pu travailler avec une entreprise locale, mais qu'on peut avoir au niveau national, qui est Primum Non Nocere, qui nous a fait un audit pour faire un état des lieux. Vous en êtes où? Quels sont les points sur lesquels il faut que vous travaillez? Et quels sont les points sur lesquels c'est bien, vous travaillez déjà bien, vous avez une bonne action. Après, au sein du bloc opératoire, donc il faut aussi également faire un calendrier de savoir quels sont les objectifs à court terme, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place avec le moins de moyens possible, et puis quelles sont les grosses actions qu'il faudra mener à plus long terme pour ne pas un petit peu se perdre, parce que le développement durable, ça regroupe sur tous les points de notre bloc opératoire, et donc il faut arriver un peu à sectoriser. Donc si je devais rapidement faire des points clés sur lesquels il faut avoir des lumières. Donc il y a un premier point qui concerne la direction et qui est votre bloc, comment on peut optimiser les salles opératoires, faire des économies d'énergie, des économies de lumière, des économies d'eau. Donc ça c'est le premier point, il faut lancer la direction dessus. Alors moi j'ai eu de la chance, quand je suis arrivée tout était déjà vert dans mon bloc opératoire, j'ai pas eu à forcer. Quand voilà. vous dites c'est par exemple le paquet de la climatisation tout le temps en bloc, par exemple, vous avez des... Exactement ça, la clim pas tout le temps, les économies sur les salles qui ne servent pas, garder une seule salle ouverte pour la nuit si vous avez des urgences, toutes les autres il ne faut pas qu'elles puissent s'allumer, les ordinateurs, enfin tout ce qui regroupe sur les économies d'énergie, les économies d'eau, par exemple avec le système Neptune pour les récupérateurs d'eau, pour les urologues, enfin tout ce genre de choses, mais vous n'allez pas pouvoir vous centrer sur toutes les questions. Après, il faut prioriser. Il faut sectoriser et il faut mettre des gens sur le coup pour chacune des grandes questions. Après, il y a la grande question des déchets. Donc je laisse mon collègue. Mais oui, parce que vous avez consacré votre thèse justement à la production de déchets en chirurgie orthopédique. Vous pouvez un petit peu nous expliquer cette thèse et puis les grands enseignements un peu que vous avez pu en tirer? Eh bien, moi, initialement, je voulais une thèse un peu originale. Et quand on m'a proposé le sujet de la gestion des déchets au bloc en ortho, j'ai tout de suite dit oui. Sujet très intéressant. Et en gros, dans notre centre, on s'est intéressé à peu près toutes les interventions de chirurgie orthopédique. Et on a pesé les déchets, on a moyenné pour avoir un ordre d'idée. Et donc, les déchets, une opération produit entre 2 et 15 kg, donc ça va de la chirurgie de la main jusqu'aux arthroscopies de genoux et d'épaules. Et puis, on s'est aussi intéressé à la proportion de déchets à risque infectieux et du reste des déchets assimilés aux ordures ménagères. Et en fait, on s'est aperçu que plus de la moitié des déchets étaient des déchets à risque infectieux. Or, quand on regarde vraiment la définition de ce qui devrait faire partie de ces déchets à risque infectieux, c'est complètement disproportionné. Donc il y a un mauvais tri qui est réalisé à l'hôpital. Et ça a deux conséquences. Déjà une conséquence économique parce que le traitement des déchets à risque infectieux est beaucoup plus onéreux.
Et puis surtout, et puis c'est le thème d'aujourd'hui, ça a un impact carbone beaucoup plus important, jusqu'à 3 fois plus pour les déchets à risque infectieux. Voilà, donc il faut les réduire ces dasseries, c'est ça? C'est ça, faut les réduire. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez simple, je pense, de les réduire. C'est juste de l'information. Et puis aussi, c'est les équipes d'hygiène qui doivent prendre aussi ce problème à bras le corps. Nous, dans notre centre, en fait, ils nous mettent à disposition principalement des containers de déchets à risque infectieux. Donc après une intervention de 2, 3, 4 heures, on va pas s'amuser. On va pas, après une opération un peu longue, eh bien on met les déchets là où on a des containers. Quoi. Bien sûr, vous n'allez pas faire votre tri. Tout à fait. Réduire les poubelles jaunes dans les blocs opératoires, c'est très important pour les rendre effectivement le moins accessible possible et obliger le personnel à se poser vraiment la question, est-ce que c'est un réel dasserie ou est-ce qu'on pourrait le mettre dans la poubelle de recyclage? Justement, sur la poubelle de recyclage, là, on a parlé des dasseries, mais il y a un autre problème aussi au bloc pour la gestion des déchets. Je pense que c'est tous les packs qui vous sont donnés, tous les objets stériles qui sont peut-être pas nécessaires. Est-ce qu'il y a besoin aussi de reconditionner un petit peu les outils? Alors, Vas-y. il y a 2 questions sur ça. C'est qu'effectivement, avec les déchets, les dasseries, il y a une autre grosse question qui est les filières de tri. Donc il faut mettre en place des filières de tri au sein de son bloc opératoire pour tout ce qui est le métal, les métaux que vous utilisez, tout ce qui est électronique, tout ce qui est verre. Et après, il y a sur les dispositifs médicaux, il y a des formules qui permettent d'éviter tous ces emballages, tout ça, qui s'appellent les custom packs, et qui permettent pour une intervention donnée de faire un gros pack qui va rassembler tout le matériel nécessaire minimum et qui va permettre d'éviter justement d'ouvrir 10 fois des boîtes des compresses, etc. Ça nécessite que tous les chirurgiens d'une même spécialité se mettent autour d'une table et disent bon alors les gars, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a tous besoin, quels sont ce qui n'est pas spécifique à chacun, et à ce moment-là on crée un seul pack commun. Nous on a mis en place le custom pack pour les césariennes, qui a eu un avantage pour les sages-femmes de les rassurer parce que les césariennes en urgence, ça permet d'ouvrir un seul pack, de ne pas courir partout alors qu'il faut sortir rapidement le bébé. On ouvre tout en une fois, il y a tout à l'intérieur. Donc ça vraiment, elles ont été très contentes. Et on a mis également le custom pack pour les chambres implantables, qui était commun à plusieurs spécialités, avec des habitudes différentes des opérateurs, qui nous a permis de réduire drastiquement le nombre de déchets. Juste pour donner un chiffre, les custom packs ont réduit de 30% les déchets. Toutes spécialités confondues. Et ces custom packs, très concrètement, vous dites faut des réunions, comment ça se passe pour les mettre en place? Vous pouvez, On se réunit, on parle de nos besoins, de quels instruments on a besoin, et on fait un pack pour tout le monde. Donc on se réunit, comme a dit Marie, on se réunit, on fait un pack qui est commun à tout le monde, ou parfois un peu différent, mais où il n'y a pas ces instruments qu'on n'utilise pas, ces compresses qu'on jette, qui sont toutes blanches, etc. Donc on évite ça. Et je vous ai parlé de 30%. D'accord, je vais crier. Essayez peut-être de le coller comme ça sur votre... Oui. Voilà. Le plus important, c'est de commencer par une intervention simple et assez stéréotypée. Pour commencer à faire ces mettre en place des custom packs. Et donc ça, je suppose que ça prend aussi du temps, il faut des bonnes volontés. Voilà, il faut dégager du temps. Une équipe. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des freins aussi, puisque là on parle de ce qui peut être fait, mais est-ce que vous avez pu faire face à des freins pour changer un peu les choses? D'abord au bloc. Karim, tu veux les freins, c'est la nature humaine en fait. J'ai toujours fait ainsi, j'ai mes habitudes. Il faut leur prouver par A plus B qu'il faut évoluer. Il faut penser aussi à l'aspect. Tout geste est important. Et tout geste apporte quelque chose, même s'il semble futile. Et c'est un état d'esprit qu'il faut acquérir. Il faut quelques mois parfois. Voilà. Mais on finit par l'avoir au sein de l'équipe. Les freins financiers. C'est-à-dire, vous pouvez développer un petit peu... Ça coûte cher d'être vert, entre guillemets? Il y a certaines mesures où on va devoir investir des fois dans des matériaux pour pouvoir recycler, mettre à jour ces blocs opératoires, ce genre de choses. Ça peut demander des moyens financiers, d'où l'intérêt, quand on veut avoir cette démarche-là, de commencer par aller voir cette direction et voir comment un peu les sonder, à quel point ils sont ouverts à avoir une démarche vertueuse. Il y a l'aspect architecturel du bloc aussi, architectural, où les doubles vitrages, etc., les ordinateurs, tout ça doit être pris en compte et avec l'administration, avec les architectes. Oui.
Donc on l'a bien compris déjà, avant de faire n'importe quelle action, il faut s'assurer qu'on ait un soutien de sa direction. Il faut s'organiser, que chacun trouve un petit peu sa place. Et puis on peut mettre ensuite, on l'a dit, des initiatives, les déchets, l'énergie, etc. Ça c'est vraiment pour le bloc. Et vous, professeur Karem Slim, vous êtes intéressé à autre chose, au parcours de soins spécifiquement, à son impact carbone. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'ai voulu avoir une vision un peu plus globale que le simple bloc opératoire. Vous savez que la chirurgie, ce n'est pas que l'acte opératoire. Il y a l'avant, il y a l'après. Et donc, on s'est intéressé, on a fait une étude récemment sur le parcours de soins en RAC. RAC, c'est réhabilitation améliorée après chirurgie. Vous savez que c'est une prise en charge qui tend à se développer maintenant. On a fait une étude en 2019 où 20% seulement des patients français avaient la RAC. Et 4 ans après, en 2023, on est passé à 40%. On n'est pas encore à 100%, mais ça a doublé. Donc la RAC est en train de s'imposer comme le moyen de prise en charge des malades. Et si on prend l'exemple de la chirurgie colorectale et qu'on fait un parcours RAC, qu'on compare à un parcours non RAC conventionnel, comme on faisait avant, eh bien on se rend compte que la RAC est réduit de 6% l'impact écologique de ce que nous faisons. 6%. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire pas seulement en termes de réchauffement climatique, mais aussi en termes de consommation d'eau, en termes de radiation ionisante, etc., ça réduit de 6%. Et on a vu aussi que les moments les plus impactants en termes écologiques, c'est le pré-op et c'est le pér-op. Au niveau du préopératoire, c'est la préparation du malade à la chirurgie, ce qu'on appelle la préhabilitation. C'est aussi les déplacements multiples pour voir le chirurgien, le gastro-entérologue, le kiné, pour avoir un scanner, etc., la chimiothérapie et tout. Tout ça a été pris en compte et c'est très impactant. Le deuxième site où on est très impactant, c'est le bloc opératoire, on vient d'en parler. Il y a les déchets, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les usages multiples. Les instruments à usage multiple ou usage unique, on utilise beaucoup d'usages uniques, alors qu'on pourrait parfaitement utiliser des usages multiples en termes de ciseaux, en termes d'instruments réutilisables. Et ça réduit de pratiquement 30% l'impact du bloc opératoire. On a aussi calculé que on n'a pas l'habitude en France, contrairement à d'autres pays qui sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, à reconditionner les instruments à usage unique. On ne fait pas, c'est interdit en France. Et il y a une équipe qui est en train d'y travailler. On va arriver probablement à utiliser plusieurs fois un instrument à usage unique. Donc ça, c'est l'aspect chirurgical pur. Mais à côté du chirurgien, il y a aussi l'anesthésiste. L'anesthésiste avec les gaz halogénés qui sont très impactants. Et on recommande d'utiliser l'anesthésie intraveineuse totale plutôt que des gaz halogénés qui sont très impactants. Donc ces deux aspects, péropératoire et préopératoire, doivent être améliorés pour améliorer davantage l'impact écologique du parcours de soins dans sa globalité. Oui, donc on est avant, pendant, après l'opération. Alors l'après, c'est vraiment une approche globale. Oui, l'après, la RAC fait que l'après, le post-opératoire consomme moins de soins, puisque les malades sortent plus tôt et qu'ils ont moins de complications générales. Et donc, il ne marche pas. Là, vous entendez ? Un peu mieux. Et c'est vraiment de le coller. Hein. Donc le post-opératoire n'est pas très impactant en termes écologiques parce que la RAC fait qu'il y a moins de soins post-opératoires et les malades sortent plus tôt, rentrent plus tôt chez eux. Il y a un autre point aussi sur lequel je voudrais insister, c'est que l'écologie n'est pas le seul élément dont il faut prendre compte. Il y a aussi, en termes de développement durable, il y a aussi l'aspect social. Et la réhabilitation améliorée est très intéressante en termes sociaux parce que les malades prennent soin d'eux-mêmes, ils sont acteurs de leurs soins, parce que le personnel qui prend en charge les malades est plus épanoui dans son travail. Et donc ça, c'est l'aspect social. Il y a aussi l'aspect économique, et que la RAC fait gagner par patient opéré, fait gagner 1 000 € par patient opéré. Donc le développement durable va dans le sens de la RAC. Donc finalement, on le disait tout à l'heure, il faut peut-être un petit peu investir au début, ça peut faire peur, mais finalement on le récupère. Tout à fait. Vous parliez par exemple du reconditionnement, vous parliez de l'usage unique, mais tout ça, ça passe aussi par de l'information, aussi peut-être le rôle justement des sociétés savantes, mais des études, etc. Est-ce que c'est un petit peu le rôle du CRS aussi de scientifiquement prouver que quand c'est écologique, quand c'est réutilisable, ce n'est pas mauvais?
Oui, tout à fait. Alors pour replacer le contexte, CERES c'est une association à but bien sûr non lucratif qui est multidisciplinaire et qui a pour objectif de rassembler toutes les disciplines, mais également tous les acteurs, que ce soit également les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc, les hygiénistes, ça ne se limite pas qu'aux chirurgiens. Et donc l'objectif c'est de rassembler, d'avoir une mouvance écologique, de permettre aux gens qui se posent des questions d'avoir accès à toutes les expériences locales qu'on fait dans les différents centres, d'avoir accès à de la formation. Et pour nous, c'est mettre en place des études qui vont pouvoir démontrer qu'il faut qu'on ait une action qui soit de développement durable. On a espoir de finir par mettre la pression aux industriels et au gouvernement parce que on est d'accord qu'on peut mettre en place plein de petites mesures à notre échelle, mais il faut vraiment que les industriels nous aident parce que c'est quand même eux qui génèrent le plus de déchets et je pense particulièrement à la chirurgie robotique. Alors, je suis un chirurgien qui fait de la chirurgie robotique, mais c'est quand même assez écœurant quand on finit nos interventions de voir tout le matériel qu'on gaspille, qu'on jette, qu'on ne réutilise pas. Et je pense qu'il y aurait matière à beaucoup progresser sur ça et il faudrait qu'ils fassent un peu plus d'efforts. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui peut être mis en place à l'échelle même d'un établissement ou même politique? Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait de manière un peu plus globale? Pas simplement, comme vous le disiez, vous et vos petites mains. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour faciliter un passage à un fonctionnement un peu plus éco-responsable dans les hôpitaux, pardon? Bon, l'éco-responsabilité est un mouvement qui est maintenant visible au niveau de la télé, etc., des médias et tout. Donc il faut essayer d'expliquer à nos concitoyens que la chirurgie représente une part importante. Vous savez que 8% de l'impact est dû à la santé et la chirurgie a sa place majeure. Et donc il faut déjà expliquer aux citoyens et aux autorités que la santé a un impact et que pour cela, il faut y mettre les moyens. Et les moyens sont plutôt intéressants quand on les met rapidement, c'est-à-dire CERES, par exemple, est en contact avec les sociétés savantes. Elle est en contact avec la tutelle, avec la DGOS, avec l'ANAP, etc. pour faire des recommandations. Nous avons déjà fait des recommandations sur la consommation énergétique au bloc opératoire. Il y a d'autres recommandations qui vont sortir, notamment sur le parcours dont je viens de parler, sur les médicaments, le circuit des médicaments et tout. Et donc, on va y aller petit à petit. Et n'oubliez pas que le logo de CERES, c'est un colibri. Et vous connaissez la légende du colibri, c'est-à-dire le colibri qui dit « je fais ma part ». Et donc CERES fait sa part aussi. Et on y arrivera. Il ne faut pas lâcher, mais on y arrivera. Il faut du temps, mais on y arrivera. Juste, CERES est ouvert à tous. Donc, on a besoin de vous pour travailler ensemble. Justement, peut-être une question peut-être plus à vous, docteur Augeron. C'est volontairement un peu provocateur, mais est-ce que l'écologie, c'est simplement une question que se posent les jeunes médecins, les jeunes chirurgiens, ou est-ce que c'est plutôt une question d'époque que de génération? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une bonne question. Après, moi, j'ai l'impression que tout le monde est assez réceptif, quelle que soit la génération. Moi, par exemple, c'est pas moi personnellement qui ai trouvé ce sujet-là, c'est mon chef de service, donc qui est au sommet de son art en fin de carrière. Et voilà, après moi peut-être qu'on est plus réceptif et moi ça m'a fait plaisir de parler de cette cause, mais je pense pas que ce soit un sujet que de jeunes, et en tout cas la réception de ces problématiques-là reçoit un écho chez tout le monde. On en a déjà un peu parlé, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à des chirurgiens, à des médecins qui voudraient s'impliquer, qui voudraient verdir leur bloc opératoire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les rassurer? Parce que ça fait un peu peur aussi de... On peut peut-être leur dire que c'est tout à leur avantage. Un petit exemple concret, par exemple, on n'en a pas trop parlé, mais la revalorisation des métaux à usage unique comme les lames de laryngoscopie ou les câbles de bistouri électrique. Il y a certaines associations qui font ça sur leur temps libre, qui les revalorisent, qui les vendent à des ferrailleurs, et avec l'argent retenu, gagné, ils achètent des équipements pour les patients, et notamment l'association des petits doudous qui fait ça dans les hôpitaux pédiatriques. Et avec l'argent reçu, ils achètent des tablettes. Et donc les enfants au bloc, quand ils arrivent avec des tablettes, ils sont beaucoup moins bruyants, ils vivent beaucoup mieux leur expérience. Et ça, c'est une répercussion sur les anesthésistes et sur les chirurgiens. Parce qu'opérer quand un enfant crie, quand il y a des cris partout, c'est fatigant. Donc ils ont tout à y gagner. Et vous, alors, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Moi, je pourrais leur dire que c'est l'avenir de nos enfants.
Et en fait, cet investissement qu'on va faire, on ne le fait pas tellement pour nous parce que le résultat, on le verra dans 10 ans, 20 ans, mais c'est pour nos enfants. Alors, il suffit de leur parler comme ça et leur dire que ce sont des petites mesures très simples à mettre en place et qu'une petite mesure plus une petite mesure fera un fleuve. Et donc, c'est important de... Moi, j'ai vécu l'expérience des déchets, justement. Après, on est tellement content que ça marche et qu'on fait une action pour la planète et que c'est pas si difficile que ça. Voilà, le langage est très simple. Hein. Oui, je suis assez d'accord avec toi et surtout il ne faut pas se décourager, c'est ce que tu disais. Il faut travailler à plusieurs, je pense que ça intéresse vraiment tout le monde maintenant et que c'est une démarche qui est indispensable et il faut aller step by step avec des petites mesures, des petits objectifs et le plus important c'est de faire un état des lieux de départ au sein de son bloc opératoire pour savoir dans quel sens aller en premier. Vous parlez d'être à plusieurs, de plusieurs spécialités, etc. Justement, je sais pas, vous, comment vous avez pu faire pour mobiliser un peu les gens autour? C'est pas facile toujours d'être celui qui évangélise ou qui veut motiver un peu toutes les équipes? C'est une démarche qui intéresse beaucoup. Donc en général, quand on lance les personnes, on a un référent par corps de métier, c'est-à-dire on a un référent IBOD, un référent IAD, un référent anesthésiste, un référent SH. On a à chaque fois une personne qui s'est manifestée pour nous aider à travailler sur ça. À Clermont, on a trouvé la solution. Je crois que l'élément principal pour mettre en place un programme de développement durable ou un programme écologique, ce sont le personnel paramédicaux. Les infirmières ont un rôle majeur, elles sont très sensibles à cela, et ce sont les infirmières qui amènent les médecins dans ce sens. Et comme pour plein d'autres cas, hein, les infirmières sont c'est elles qui trient les déchets à la fin d'intervention. Voilà, ce sont elles qui trient les déchets, ce sont elles qui disent aux médecins: ah, t'as oublié de fermer le robinet, t'as pas éteint l'ordinateur en partant, et la lumière est restée allumée. Un petit peu placardées sur les murs. Voilà, c'est ça. Pensez à éteindre la lumière en partant, c'est très important. Et donc voilà, avec nous on portait des calots pas en tissu, en papier. Jetable, et les infirmières nous ont imposé, et les anesthésistes ont joué le jeu aussi, et donc petit à petit, et le rôle majeur est celui de l'infirmière, je crois, au bloc opératoire. Oui, elles sont beaucoup plus impliquées que nous dans cette démarche-là, mais parce que je pense qu'elles le voient vraiment au quotidien. On a des interventions qui sont quand même très pourvoyeuses de déchets. Hein. Et justement, si vous aviez, allez, on peut peut-être terminer sur ça, mais un conseil ou alors une action concrète à conseiller pour commencer à faire ces petits pas, comme vous le disiez, commencer à mettre en mouvement ce petit colibri du CRS, comme vous le disiez. Allez regarder le site CRS pour voir les expériences qui ont été faites à droite, à gauche, voir les recommandations, voir ce qu'on peut faire, savoir comment se former, quels sont les événements et commencer à réfléchir comment mettre les choses en place. Moi, je dirais simplement, posez-vous des questions au quotidien sur ce que vous faites, sur l'impact écologique de ce que vous faites. Alors, ça peut être quoi ces questions? La question, c'est je me lave les mains pendant 3 minutes. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de se laver pendant 3 minutes? Est-ce qu'une minute suffit? Très simple. Et vous? Restez ouvert à tous ces questionnements de développement durable, restez curieux. Et puis ça va venir, voilà, c'est pas des choses très compliquées à faire, faut juste y aller de l'avant et tout ça va s'améliorer. Donc vous l'avez dit, il y a un site du coup pour le CRS si ça vous intéresse, on tape juste sur internet, comment ça se passe? CRS-santé, je crois. Merci beaucoup à vous de nous avoir donné ce temps-là et merci à vous de nous avoir regardés.